Parfait. Alors, il est 12h01. On vous promet qu'on va avoir terminé d'ici 1 heure. Je vous invite, si vous avez des questions, à les mettre dans la fonction du chat auprès de Teams et je vais essayer de répondre soit au fur et à mesure ou sinon à la fin, on se gardera du temps aussi pour pouvoir poser des questions. Alors, je vous invite à réagir, mais je vous invite aussi à utiliser le chat parce que à travers la présentation aujourd'hui, on a des petites questions. Donc, vous allez pouvoir interagir avec nous via justement cette boîte de clavardage-là. Je vous invite donc à réagir via cette fonction-là, qui est le chat. Fonction clavardage, mais à défaut d'un meilleur mot, j'utilise chat ici. Alors, merci. On va parler du bal aujourd'hui, de bal de finissant, période bien fun pour nos ados, mais qui peuvent être aussi un peu stressants à la fois pour nos ados et les adultes. Et dans ce contexte-là, on voulait pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et partager avec vous des stratégies, des outils pour pouvoir entamer la conversation avec nos ados, pour pouvoir bien les préparer à ce grand événement et s'assurer qu'ils ont toute l'information possible pour prendre les meilleures décisions pour eux, pour être en sécurité, pour avoir du plaisir, puis pouvoir se souvenir de leur bal pour des bonnes raisons. Alors, brièvement, qui sommes-nous, Jeunesse sans drogue, si vous ne nous connaissez pas? Notre vision à nous, c'est vraiment de s'assurer que les jeunes puissent vivre à l'abri de consommation problématique de substances et de dépendance. Parfois, à cause de notre nom, il y a des gens qui peuvent penser que nous sommes une organisation qui va promouvoir l'abstinence à tout prix. Ce n'est pas le cas. L'abstinence fait partie des choix que les jeunes ou que les gens peuvent choisir pour leur vie. Mais sur le continuum de réduction des méfaits, il y a différentes options de consommation que les gens peuvent penser. L'idée ici, là, c'est que nos jeunes au Canada, en moyenne, à l'âge de 13 ans, vont s'initier à l'alcool. Et en moyenne, encore au Canada, l'âge d'initiation au cannabis, c'est 14 ans. Dans un contexte aussi où on sait que 90% des gens qui vivent avec une dépendance ont commencé à consommer à l'adolescence, c'est important de pouvoir avoir des conversations informées avec nos jeunes, d'où l'importance d'avoir des occasions comme ça aujourd'hui pour pouvoir vous offrir des outils. Puis je suis vraiment contente que vous preniez le temps d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je commence tout de suite avec une petite question, comme je vous disais plus tôt, j'aimerais ça que vous puissiez utiliser le chat pour réagir. Selon vous, combien d'adolescents âgés entre 16 et 19 ans déclarent qu'il est fort probable qu'eux-mêmes ou leurs amis seront sous l'influence de drogue ou d'alcool durant les festivités de leur bal de finissant? Est-ce que c'est 15%, 25%, 30% ou 50%? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je vois 50%, je vois 25%, 50%, 25%. OK, intéressant. Je vois que la majorité, à date, c'est pas mal 50%. Ah, j'ai un 30% qui vient d'apparaître. Eh bien, selon les études et les recherches, ce qu'on sait, c'est que 30% de nos ados déclarent qu'il est probable qu'eux, ils vont utiliser de l'alcool ou des drogues au bal de finissant. Donc, c'est 1 adolescent sur 3. Je vois que la majorité des gens disaient 1 sur 2. Donc, c'est moins que ça. Selon ce qu'on a dans nos recherches, c'est 1 sur 3. Alors, ce n'est pas la grande majorité. Ça peut être utilisé aussi comme un point de discussion avec nos jeunes quand justement, peut-être qu'une des raisons que les jeunes vont vouloir consommer, c'est de dire, bien, tout le monde le fait, que je devrais moi aussi prévoir prendre de l'alcool ou de la drogue le soir de mon bal. Bien, les recherches démontrent que c'est vraiment 1 sur 3 et non pas la vaste majorité. Cela dit, je partage avec vous d'autres chiffres. Consommation et substances chez les ados, 53%. Cependant, des jeunes qui sont allés à leur bal ont déclaré avoir bu 4 verres ou plus le soir du bal, ce qui est considéré comme une consommation à haut risque. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale habituellement hors temps de bal. Alors, dans le bal, c'est plus probable qu'il va y avoir de la consommation et de la consommation à haut risque de l'alcool. De plus, 74%
de nos ados nous disent qu'ils ont vécu ou ils vivent de la pression d'essayer de consommer ou de consommer de l'alcool près du bal. Alors, c'est la vaste majorité, même si, alors c'est l'inverse, tantôt on disait 1 sur 3 qui prévoit boire, mais il y a quand même presque 75%, 3 sur 4 de nos jeunes qui disent qu'ils vont avoir de la pression de boire à leur bal, alors qu'un ado sur 2 dit qu'ils vont avoir de la pression d'essayer des drogues le soir du bal. Alors, on vous donne ces statistiques-là juste pour vous mettre dans le bain quand on parle de consommation et de bal, où est-ce que ça se situe, où est-ce que les jeunes vivent de la pression. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de 3 grands moments à l'agenda de ce qu'on aimerait couvrir, les points importants en prévision du bal. Donc, avant le grand soir, avant le bal, dès maintenant, à qui est-ce qu'on devrait en parler? On va parler de ça. À qui, en tant que parent, en tant que personne, vous n'êtes peut-être pas un parent non plus, vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille avec les jeunes, mais à qui on devrait parler du bal et de la consommation? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ensuite, vraiment, quelques jours avant le bal, là, vraiment en amont du bal, de tout près, lorsque le bal approche à grands pas, on va parler de conduite sobre et des règlements et politiques d'école. Puis, on va aussi aborder l'après-bal parce qu'on parle du bal, mais il y a aussi tout le contexte maintenant où est-ce que c'est vraiment normalisé que les jeunes vont aller à leur bal avec leurs beaux habits, la belle robe, le beau veston, et qu'ensuite on change puis qu'on s'en va un après-bal. Puis là, c'est toute une autre dynamique, fait qu'on va aborder ça aussi. Puis comme je vous dis, on va vous laisser aussi avoir la chance d'avoir des questions et des commentaires. Puis à la fin aussi, il va y avoir un court sondage. Si vous pouviez, s'il vous plaît, remplir le sondage, ça nous aide beaucoup. On est un organisme à but non lucratif, donc il est de notre devoir de rapporter les points forts et les choses à améliorer de nos webinaires. Donc, si vous pouvez répondre à notre sondage, ça nous aide grandement. Alors, on y va. Avant le grand soir, à qui devrais-je parler? Donc, il y a plusieurs personnes avec qui vous pouvez communiquer pour le bal, que le bal se déroule en toute sécurité. Dans un premier temps, bien sûr, la personne jubilaire dans tout ça, c'est votre ado. Alors, c'est important d'avoir des conversations sur quelles sont vos attentes, quelles sont ses attentes par rapport au bal. Il faut se dire, c'est un beau rite de passage, c'est une belle occasion. On ne veut pas approcher ça en étant alarmiste. On ne veut pas faire peur à nos jeunes. On veut qu'ils, justement, aient du plaisir, mais que ce soit fait quand même de façon encadrée, en toute sécurité, pour que, comme le titre le dit, qu'ils puissent s'en souvenir de leur bal pour leurs bonnes raisons. Donc, il faut aussi qu'on puisse avoir une communication bidirectionnelle, donc qu'on invite nos jeunes à la conversation, que ce ne soit pas un sermon, on va en parler un petit peu plus, mais vraiment, dans les prochaines diapos, là, on va partager un peu plus de trucs, mais l'ado est au centre de ça, donc on l'inclut dans ces conversations-là, et puis on parle du bal. Aussi, on peut parler à d'autres parents. Donc, est-ce que, on parlait de l'après-bal tout à l'heure, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une petite réception avant le bal? Est-ce que les enfants vont aller, est-ce que les jeunes vont aller chez d'autres parents? Ça serait important peut-être de pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'il y a des règlements précis? Si vous avez la chance de parler à ces parents-là, ça vaudrait la peine de leur parler pour savoir est-ce qu'il va y avoir de la supervision pendant la soirée, à quelle heure ils devraient être là, comment ils vont partir de cette fête-là pour se rendre directement au bal. Peut-être prévoir justement, on va parler plus tard là, de conduite ça, mais comment ça s'organise, ça, sous tous ces transports à partir de là, juste pour vraiment bien encadrer puis avoir une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer. Puis peut-être aussi, c'est une bonne idée de parler à d'autres parents qui ont des ados plus vieux, qui ont déjà été hôtes dans le passé, comment ça s'est passé chez eux, quel genre de règlement qu'ils avaient mis en place, comment ça s'est déroulé, dans l'optique aussi que peut-être que vous allez être hôte de ce party-là, puis que vous puissiez mettre en place là, vraiment des paramètres, puis faire connaître vos attentes par rapport à cette soirée-là. Ensuite, des moyens de transport, dans le sens où parfois, c'est courant que les jeunes vont
vont réserver des limousines, par exemple, ou un autre moyen de transport professionnel pour que les ados se rendent à leur balle et qu'ils reviennent. Bien, vous pouvez faire des petites recherches pour s'assurer que cette entreprise-là, c'est quoi leur politique par rapport à la consommation d'alcool dans le véhicule, ce qui est fortement pas recommandé. Et savoir aussi avec le jeune dans l'optique où peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise qui a été retenue pour les moyens de transport, ça va être soit les parents ou soit même des jeunes qui vont s'offrir, qui vont dire, ben moi, je suis un conducteur désigné, puis je ne boirai pas, je serai sobre, c'est moi qui va conduire. Dans cette optique-là, et même dans l'optique où est-ce qu'il y a une compagnie qui a été réservée, on vous conseille de penser à un plan B. Donc, dans l'éventualité où, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas, l'entreprise de limousine pour revenir les chercher ne sont pas au rendez-vous à l'heure qu'ils devaient être, ou, par exemple, le conducteur désigné, ben, finalement, il a bu ou elle a bu elle-même, n'est pas en état de conduire, je veux dire, c'est toujours important de savoir c'est quoi le plan B. Est-ce que le jeune peut prendre un taxi? Est-ce qu'il peut prendre un Uber? Est-ce qu'il peut appeler? Est-ce qu'il peut vous appeler? Donc, pensez à ça en amont et en parler, c'est une bonne idée. Avant de commencer aussi de la discussion, ça serait peut-être important que vous preniez le temps de réfléchir pour valider si vous êtes prêt pour avoir votre conversation avec votre ado. Encore là, on n'est pas là pour dramatiser les choses, on est là pour normaliser cette conversation-là. Mais l'important, c'est de savoir comment on veut aborder cette conversation-là pour garder ça festif, pour garder ça positif, mais savoir que bien vous préparer pour que vous soyez dans un bon état d'esprit, c'est aussi une bonne idée. Donc, de rester calme. Dites-vous que la colère ou une attitude hostile, ça mène rarement à une conversation bidirectionnelle comme on veut. Donc, vous êtes le parent, c'est à vous de rester calme, parce que ça se peut justement que vous allez entamer la conversation puis que votre jeune ne voudra rien savoir puis qu'il va dire, ben non, tout est prêt, tout est correct. Mais l'optique de rester calme puis de dire, ben non, c'est important pour moi aussi puis j'aimerais s'en parler puis je veux faire partie de ce beau projet-là. C'est une belle façon d'approcher ça. Ce qui m'amène à mon deuxième point, d'être positif. Donc, encore là, ce n'est pas une question de faire peur à vos jeunes puis de dire il arrive des accidents, c'est dangereux. J'ai entendu dire que 75% des jeunes subissent de la pression pour boire de l'alcool. Écoutez, toutes ces statistiques-là sont importantes, mais c'est important de rester positif, d'avoir l'idée que c'est un beau moment dans la vie de notre ado et qu'on veut simplement l'accompagner dans tout ça. Encore là, dialoguer plutôt que monologuer, l'inviter à partager ses attentes, de quoi il a hâte, comment il s'organise, comment vous pouvez faire pour l'aider à s'organiser. Là, je fais un grand monologue aujourd'hui parce que c'est ça le webinaire, mais dans le meilleur des cas, chez vous, on vous invite à vraiment avoir une conversation. Puis ça ne veut pas dire que c'est justement avoir une conversation. Ça peut être étiré sur plusieurs moments. Peut-être qu'on parle de certaines choses à un moment, puis après ça, on revient visiter ça, puis on en reparle une autre fois. Peut-être que la première fois qu'on va commencer, on va s'enfarger, on ne sera pas à l'aise, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour notre ado. C'est bien correct de dire, OK, on va prendre un temps d'arrêt, puis sais-tu quoi, on va en reparler parce que c'est important pour moi d'en parler, mais peut-être que là, ce n'est pas le bon moment. Donc, d'être capable aussi de demander à notre ado, hey, moi, j'aimerais ça te parler de ton bal, puis comment tu t'organises, puis etc., puis demander si tu as un bon temps pour en parler parce que c'est important pour moi d'en parler. Puis si votre ado n'est pas ouvert à ça, puis ça ne tente pas tout de suite ou qu'il y a d'autres choses en tête, bien, c'est correct de respecter ça aussi, mais c'est correct aussi d'être vraiment persévérant puis de dire, bien, OK, c'est peut-être pas un bon moment, mais sache que dans les prochains jours, c'est important pour moi d'en parler, puis j'aimerais ça qu'on trouve un temps pour en parler. Comme je disais, faites une pause si la conversation s'enflamme. Si ça va, si le ton monte ou que ça va pas bien, c'est bien correct de dire, écoute, c'est pas comme ça que je pensais que cette conversation-là allait. Peut-être qu'on devrait juste mettre ça de côté pour aujourd'hui, puis on va y revenir demain là, à tête reposée. Parce qu'encore une fois, on veut vraiment inciter les jeunes à faire partie de cette discussion-là, puis on ne veut pas que ça tombe tout de suite dans le sermon ou dans peut-être une colère ou une attitude qui n'est pas propice à un bon échange. Alors, parlons-en de ces stratégies de discussion-là. Dans un premier temps, soyez informés et tenez-vous-en ce que vous savez.
dans le sens où c'est une super bonne étape aujourd'hui de vous joindre à nous, d'apprendre plus sur la consommation chez les jeunes, sur les statistiques. Donc, si vous approchez cette conversation-là en toute curiosité, en toute ouverture et en toute vulnérabilité, vous invitez votre jeune à faire la même chose. Alors, c'est pas le but, c'est pas d'être expert ici en consommation, puis de connaître tous les drogues, puis connaître que ça fait les mélanges, mais c'est de poser les bonnes questions, puis de dire, ben peut-être qu'on peut aller chercher les réponses ensemble, mais moi, je suis inquiet de ça. Je t'aime et je veux que tu aies une belle soirée, puis je veux que ça se passe bien pour toi. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler avec toi. Rester décontracté. Encore là, c'est la même chose que je disais plus tôt, là, c'est si c'est pas un bon temps pour en parler, c'est pas grave, on lui dit qu'on va revenir, mais il faut pas laisser tomber. Énoncez clairement vos attentes. Donc, c'est correct de dire clairement, écoute, moi, j'aimerais ça qu'on parle de consommation, j'aimerais ça qu'on parle potentiellement d'alcool ou de cannabis lors de ton bal. Je suis inquiet, j'aimerais ça qu'on puisse en parler. J'ai appris qu'il y a beaucoup de pression chez les ados. J'ai participé à un webinaire, puis 75% des ados disent qu'ils sentent de la pression. Est-ce que toi, tu sens ça aussi? Est-ce que tu as été témoin de ça autour de toi? Donc, j'aimerais ça qu'on puisse en parler. C'est ça. Pratiquez-vous. Le vocabulaire dont vous vous servez est important lorsque vous parlez de consommation de substances avec vos jeunes. Donc, essayez de vous servir d'un vocabulaire, encore là, qui n'a pas de jugement, puis qui met l'emphase sur, écoute, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit vraiment capable de se parler. Donc, d'essayer de trouver les bons mots, de se pratiquer un peu dans notre tête, de se dire qu'est-ce que je veux essayer de dire. D'utiliser des questions ouvertes. Parce qu'avec des questions fermées, souvent, on a souvent des oui puis des non. Es-tu prêt pour ton bal? Oui. As-tu prévu un transport pour revenir de ton bal? Oui. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Non. Et voilà, vous avez passé un beau 30 secondes à essayer d'initier la conversation. Donc, être capable d'avoir préparer à l'avance quand on se dit de se pratiquer, de prévoir le coup, d'avoir des questions. Donc, qu'est-ce que tu as hâte à ton bal de finissant? Y a-tu des choses qui te stressent par rapport à ton bal? Donc, qu'est-ce qui pourrait te stresser? Quelles sont les sources de stress ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Donc, vraiment, venir à la conversation avec des questions ouvertes pour favoriser un échange. Puis démontrer de la compréhension et de l'empathie. Écoutez, ça fait un petit peu plus longtemps qu'on est, dans mon cas en tout cas, que j'ai été ado, mais d'être capable de démontrer que on peut comprendre qu'il y a peut-être un certain stress, qu'il y a peut-être de la pression, démontrer de l'empathie, écouter, puis poser des questions, faire un résumé aussi, donc de dire à notre jeune, ben si je comprends bien, tu n'as pas prévu nécessairement de prendre de l'alcool, mais tu sais qu'il y a d'autres amis qui prévoient en prendre à l'après-balle, puis tu ne sais pas trop comment réagir par rapport à tout ça. Être capable de le verbaliser, ça va peut-être même aider notre ado à comprendre comment il se sent, puis peut-être en écoutant ce qu'on lui répète, ce qu'on a entendu, notre ado peut à ce moment-là se dire, ben non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, puis rectifier le tir, donc qu'on favorise une meilleure compréhension. Quand je dis se pratiquer puis utiliser les mots, écoutez, loin de moi l'idée de vous donner un script, un scénario, parce que les dynamiques de famille sont différentes. Donc, il y a des choses qui peuvent mieux fonctionner dans vos familles que d'autres, mais ce sont des exemples et des suggestions. Au lieu de dire mauvais et stupide, dans le sens de ben, fumer du weed, ça peut faire que la personne fasse des mauvais choix. Ou en tout cas, si tu prends une grande quantité d'alcool, c'est vraiment stupide. Peut-être qu'on peut parler des dommages, peut-être qu'on peut parler de nos inquiétudes par rapport à la consommation. Donc, être gelé peut amener à faire des choix potentiellement dangereux. Boire en quantité peut avoir des effets dommageables sur la santé. Puis pourquoi on met l'emphase sur peut-être utiliser ces mots-là par rapport à d'autres mots? Quand on utilise des mots comme c'est mauvais, c'est stupide, c'est niaiseux, en bout de piste, on porte un jugement d'un premier temps, même si ce jugement-là est fondé sur, on essaie
d'approcher ça, puis on veut que nos jeunes soient en sécurité, mais ça peut aussi être interprété comme, ben, si c'est moi qui prends ces choix-là, puis que tu trouves que ces choix-là sont niaiseux, ben, ça veut dire en repartie que tu me trouves niaiseux aussi, par exemple. Donc, ça peut avoir un effet de tout à coup, c'est projeté sur comment cette personne-là se sent par rapport à ses choix à elle. Mais être capable d'approcher ça plus par je suis inquiet, c'est dangereux, ça peut être dommageable pour ta santé, peut être plus propice à la discussion. Au lieu de dire, mais j'aime pas ça, ce groupe-là, là, avec qui tu vas aller au bal, je les aime pas, eux autres, je les connais pas. Ou, ben, je suis déçue que tu es rentré à la maison plus tard que ce que tu avais dit que tu ferais. Dans le sens où, je suis également maman de 2 adolescents et la carte de déception, on sait que des fois, ça peut porter lourd, puis ça peut aider dans une conversation de dire, ah, je suis déçue. Mais ce qu'on vous suggère à l'encontre d'utiliser le déçu ou ben j'aime pas ça, ces gens-là avec qui tu tiens, c'est plus le préoccuper, l'inquiet, de le prendre sur soi, de faire part de nos émotions à nous par rapport au choix de notre adolescent. Donc, je suis préoccupée au sujet de tes amis, puis je crains qu'il n'y ait pas une influence positive sur ton comportement ou je m'inquiète pour toi. Le prendre sur ses épaules. Moi, c'est mon rôle de parent, je veux le meilleur pour toi. Je suis inquiet, je suis préoccupée, on peut-tu en parler? On pense que c'est plus propice, justement, de juste complètement désavouer, désapprouver, de dire qu'on est déçu. C'est plus porteur de partager nos inquiétudes avec notre ado. Selon une étude qu'on a faite en 2022, lequel de ces énoncés représente la source la plus fiable d'informations sur les substances selon les ados? Est-ce que vous pensez que ce sont les parents, l'école ou les amis? Oups, je viens de, je viens de divulguer je viens de divulguer la réponse tout de suite. Alors, écoutez, j'aurais pas dû cliquer tout de suite, mais je vous donne la réponse. Donc, c'est les parents. Et je vais vous donner les pourcentages ici. Alors, c'est toujours surprenant, même pour nous, quand on pose cette question-là, et sachez que les réponses sont confidentielles, anonymes, fait que les ados qui répondent ne donnent pas ces réponses-là pour nous faire plaisir. Quand on pousse un peu plus loin puis qu'on demande, voyons donc, comment ça que la source la plus fiable d'informations sur les drogues puis l'utilisation des drogues, c'est les parents. Avant les réseaux sociaux, les sites web, les amis, c'est toujours surprenant quand on est parent d'ado, mais l'important ici, c'est le mot fiable. Nos adolescents, si on les approche, comme je disais, avec de l'information factuelle, avec des faits, avec nos propres inquiétudes en tant que parents, puis ça, on le fait en toute ouverture, en authenticité et avec curiosité, puis qu'on ne sermonne pas, les jeunes, ils vont nous écouter. Puis ils nous croient. Ils ont confiance ils ont confiance à nos intentions. Ça peut avoir l'air quétaine, mais les jeunes, ils savent qu'on les aime, puis qu'on leur parle de ça parce que justement, on veut qu'ils soient en toute sécurité, puis qu'ils prennent des choix qui vont être sains pour eux. Tandis que si leurs amis leur disent, par exemple, hey, moi, j'ai essayé cette pilule-là hier, puis j'ai vraiment trippé, puis j'étais bien correct un matin, ben, l'ado a assez de jugement à ce moment-là, peut-être pour se dire, ben, est-ce que c'est vraiment dans mon meilleur intérêt que si mon ami me dit ça, ben, c'est parce qu'il veut juste que je le prenne avec lui. Tandis que quand on a des conversations posées avec nos jeunes, ils vont croire, ils vont avoir confiance à l'information qu'on va leur véhiculer. Comme je disais tout à l'heure, on vous encourage à être informé, mais je veux dire, moi non plus, je connais vraiment pas tout au sujet des drogues. Il y a toujours de la nouvelle information qui est véhiculée, il y a toujours des nouvelles statistiques. Mais commencez par partager ce que vous connaissez. Puis je vous invite aussi à venir sur notre site web. On a un outil de clavardage qui s'appelle Clic Parent. C'est à la fois un outil de clavardage ou une ligne téléphonique où est-ce que vous pouvez vraiment avoir un appui un à un. Puis quand tout à l'heure, je vous disais, pratiquez-vous, dans cette optique-là, pas vous pratiquer avec nos intervenants de Clic Parent, mais de pouvoir aller chercher de l'information qui vous manque. Donc, si vous vous sentez pas à l'aise ou vous vous sentez encore intimidé,
par rapport à votre situation qui peut être très spécifique à un contexte que je ne couvrirai pas aujourd'hui, allez sur notre site. On a, c'est des experts en santé mentale qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous appuyer. Un à un, c'est parfaitement gratuit et confidentiel. Et dans l'optique où vous aviez vraiment besoin d'un appui plus soutenu, vous pouvez même être référé à un psychothérapeute pour jusqu'à 5 sessions pour vous aider, vous coacher. Puis là, je déborde du bal, là, mais dans un contexte où il y a peut-être une consommation dans votre famille, puis vous ne savez pas par quel bout commencer, ces gens-là vont pouvoir vous aider. Donc, je vous invite à utiliser cet outil-là qui est disponible pour vous gratuitement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, quand le bal arrive, avant que votre ado quitte pour son bal, il est important qu'on puisse avoir des conversations, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, avant de boire, conduire sobre, les règlements politiques de l'école. Donc, avant de boire, juste aller valider avec son ado, c'est quoi ses intentions? Qu'est-ce qui l'incite à vouloir boire? Aller voir justement si on a décidé, ah oui, moi je vais boire à mon bal, bien, qu'est-ce que tu vas boire? Est-ce que tu sais quelles sont les limites? C'est quoi de la consommation excessive? Être capable d'aller jauger le pourquoi, puis peut-être que c'est dans une optique où est-ce que votre jeune va vous dire, ben parce que moi, honnêtement, je vais être stressée, puis je vais être gênée, puis ça va être plus facile si je bois un verre avant. Ah, bon. Fait que là, ça peut vous permettre aussi d'aller explorer peut-être des mécanismes autres que de boire qui pourraient faire que votre enfant va avoir moins de gêne, moins d'anxiété par rapport à ça. Donc, c'est important de pouvoir aller explorer ça. Conduire ça. L'importance, justement, de pouvoir parler de ne pas prendre de véhicule avec qui que ce soit qui aurait consommé ou si on a consommé nous autres-mêmes. Je vais en parler aussi plus longuement dans un autre diapo, là, mais dans un contexte de bal et d'après-bal, vraiment s'assurer que notre jeune a bien en place une stratégie là, pour se rendre et revenir du bal en toute sécurité. Et les règlements et politiques de l'école. Alors, on va parler de ça un peu plus en détail. Alors, comme je disais, pourquoi les jeunes pourraient être enclins à boire? Je parlais justement, ben, peut-être que c'est parce qu'ils sont stressés, mais au niveau du chat, est-ce que vous pouvez me partager pourquoi vous pensez que les jeunes seraient enclins à boire ou à consommer du cannabis ou de la drogue lors de leur bal de finissant? Est-ce qu'on a des petites idées? Le plaisir, exactement. Faut pas, comme je disais, il ne faut pas exclure le fait que ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire nos jeunes ne consommeront pas. C'est une belle occasion dans le sens où ils viennent de finir leur bal, sont avec leurs amis, ils peuvent le faire pour le plaisir. Fait que je vois que le plaisir sort beaucoup. Dans le chat, merci de vos réponses. Alors, effectivement, pour le plaisir, alors c'était notre première note, pour plaisir, pour s'amuser, pour plaisir, pour gérer leur stress. Puis peut-être aussi, avant d'aller au bal, ils ne peuvent pas boire au bal dans un contexte où ils ne sont peut-être pas en âge légal, tout dépendant s'ils sont au secondaire, au high school, dans quelle province ils sont. Mais peut-être qu'il y a vraiment un élan à vouloir consommer avant de se rendre au bal parce qu'ils ne sont pas capables de consommer quand ils vont être au bal. Fait être capable d'encadrer ça aussi puis de comprendre un petit peu plus c'est quoi leurs intentions. Si vous voulez jaser des éléments considérés avant de boire, alors encore là, leur demander de quoi ils ont hâte à leur bal. Puis de les amener à réfléchir aussi sur c'est quoi les règlements de ton école en ce qui a trait à la consommation d'alcool et de drogue. Dans certains cas, si le jeune arrive vraiment intoxiqué au bal, ça se peut qu'il se fasse refuser l'accès au bal. Ça se peut à ce moment-là que l'école dise non, nous, c'est les règlements qui prévaut, les mêmes règlements qu'à l'école, donc on ne tolère pas
vous devez pas être en état d'ébriété, donc vous devez retourner chez vous. Donc, imaginez, justement, on est tous bien habillés, on s'est fait coiffer, on prend pas mal de boissons, on consomme avant d'aller à notre bal parce qu'on veut être sûr qu'on va avoir bien du fun, mais malheureusement, on n'aura pas de fun parce qu'on peut se faire refuser l'accès. Donc, être au courant de ça, puis de le prendre en considération aussi dans sa consommation. Une autre question à poser aussi, c'est quoi les autres façons de gérer le stress? Fait que si c'est une des réponses qui donne, ouais, mais c'est parce que je vais être gênée, je vais être intimidée, être capable de demander, bien, y a-t-il d'autres façons qu'on pourrait faire pour que tu puisses être plus en contrôle et moins gênée avant de te rendre au bal? Puis peut-être que c'est juste une question même de revoir l'horaire, s'assurer que les enfants, notre ado va être à l'heure à la fête d'avant, parce qu'il y a peut-être un stress de dire, ben là, si je suis en retard, puis tout ça, bien, juste vraiment bien préparer l'événement pour que le jeune sache qu'il a toute l'information nécessaire pour avoir un beau bal. Ah, oui, un bon point, je suis contente que c'est sur la diapo. Tout à l'heure, je parlais de pré-bal. On fait un cocktail de réception, on invite les autres parents à venir chez nous, on a une belle table, on peut les recevoir dans la cour arrière, puis là, ben, un verre de mousseux est servi, etc. Mais il faut savoir aussi que de donner de l'alcool et des drogues à des ados, c'est illégal et que dans l'optique où on le permet à notre résidence, il faut le faire en connaissance de cause parce qu'on peut être tenu responsable de nos invités. Dans l'optique où si un jeune consomme chez nous et malheureusement il arrive quelque chose, soit à la maison ou en se rendant au bal, on peut être tenu responsable en tant qu'adulte pour avoir donné accès à de l'alcool ou de la drogue. Donc, pour que vous puissiez prendre des choix en conséquence, de prendre des décisions en conséquence. Conduite sobre. Alors, je parlais de ça plus tôt. Le pourcentage de conducteurs canadiens tués dans des collisions de la route dont les tests se sont révélés positifs à l'alcool est-ce qu'il est plus faible que ceux positifs aux drogues ou plus élevé? Qu'est-ce qu'on pense? Si vous pouvez me répondre dans le chat. Élevé, plus élevé, plus élevé, plus élevé. Ça l'arrête pas mal le consensus. Alors, vous pensez que le pourcentage de conducteurs canadiens tués dans des collisions de la route dont les tests se sont relevés positifs à l'alcool est plus élevé. Et la réponse est plus faible. Alors, on a fait des grands progrès par rapport à sensibiliser nos jeunes à la conduite avec faculté affaiblie avec l'alcool. Cependant, c'est pas toujours la même chose avec le cannabis. Il y a encore des perceptions par rapport à les facultés affaiblies, par rapport à d'autres drogues, dont le cannabis. C'est important d'en parler parce que souvent, on va parler d'alcool au volant. On a normalisé cette conversation-là pour une très bonne cause. C'est une très bonne chose. Mais on n'a pas fait autant de progrès quand vient le temps de parler de cannabis au volant. Alors, il faut que ça fasse partie de la conversation. Il faut comprendre que la conduite avec faculté affaiblie est la principale cause criminelle de décès chez les ados au Canada. Mais dans le contexte du bal, je reviens à notre bal, 82% des adolescents préfèrent conduire avec des facultés affaiblies plutôt que d'appeler un parent pour leur conduire à la maison sobrement. Cette statistique-là fait peur, d'où l'importance d'en parler à l'avance. Et c'est drôle parce que j'ai partagé cette statistique-là justement avec mon propre ado. Puis il n'était pas tellement surpris de ça. Il disait, ben c'est certain, dans une optique où on voudrait pas, je voudrais pas que tu sois déçu, ben je serais gênée.
Mais lui, la nuance qu'il portait, puis je trouvais ça intéressant, cette statistique-là, c'est de dire, ben, je t'appellerais peut-être pas toi, mais je prendrais un Uber ou je prendrais un taxi ou ben, je m'assurerais de me rendre à la maison. Donc, c'est vraiment essayer de mettre l'enfant sur l'importance de ne pas embarquer dans un véhicule avec toute personne qui aurait consommé et qu'on a toujours un plan B en place. Donc, puis de dire à notre jeune que ce soir-là, il n'y aura pas de sermon. Ce soir-là, on veut qu'ils rentrent à la maison en toute sécurité, donc qu'ils peuvent nous appeler, qu'on sera là, si vous êtes capable de le faire. Là. Mais dans l'optique où est-ce qu'il faut vraiment dédouaner ça avant le bal pour qu'ils puissent s'assurer que si on est rendu au plan B, puis au plan C, puis au plan D, ils peuvent toujours compter sur vous, puis ils peuvent vous appeler si vous êtes capable de le faire. Fait que de le réitérer auprès de nos jeunes. Si vous parlez avec votre jeune de conduite avec faculté affaiblie, c'est important, comme je disais, de parler comment on pense que l'alcool affecte les aptitudes à conduire, mais de pousser la conversation plus loin, puis de penser de comment penses-tu que le cannabis affecte les aptitudes à conduire. Parce que souvent, les ados qui ont l'impression que ça les affecte moins de prendre du cannabis. Fait que c'est pas grave, je ne prendrai pas d'alcool, mais je vais prendre du cannabis parce qu'on dirait que j'ai vraiment beaucoup plus de concentration sur la route. Effectivement, il peut avoir plus de concentration sur la route parce qu'ils sont fixés sur une chose, mais ce qui fait que le temps de réaction est diminué. Ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe sur la route. Ils sont capables de se concentrer sur une chose, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire ça ne dit pas qu'ils sont capables d'être au courant de tout ce qui se passe sur la route, du piéton, de la vitesse, du feu de circulation. Donc, vraiment mettre l'emphase aussi sur les dangers et les risques de conduire sous l'effet du cannabis. À quelle heure prévois-tu revenir à la maison? Quels sont tes plans? As-tu un plan B? On en a parlé plus tôt. Aidez-les à planifier leur déplacement. OK, une autre question. Les responsables de l'école peuvent fouiller les biens d'un élève, donc sac à dos, sac à main, durant le bal, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que les règlements de l'école ou de la loi ont été enfreints. Est-ce que c'est vrai ou faux, vous pensez? Je vais vous laisser 2 petites minutes pour répondre. Vrai. Faux. OK, bien faux. 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 OK. À date, j'ai des vrais, j'ai des faux. Alors, la réponse, c'est vrai. Le bal, je parle du bal là, qui est de l'école, pas l'avant-bal puis l'après-bal, mais dans l'optique où est-ce que c'est un événement de l'école, les règlements de l'école sont valables et si ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que l'ado est en train d'enfreindre des règlements de l'école, donc de l'alcool à l'école ou des drogues à l'école, ils sont en mesure de regarder dans le sac à dos, dans le sac à main, ce qui veut dire que ça se peut aussi que l'adolescent se fasse refuser l'entrée au bar. Des choses à prendre en considération et à partager avec son jeune dans les décisions qu'ils vont prendre là, en amont d'aller au bar. Comme je disais, le bal définissant est une activité parrainée par l'école, donc les mêmes règlements et les politiques sont en vigueur. Ils peuvent être l'objet d'une suspension ou des accusations criminelles, tout dépendant si possession, achat ou vente de drogue lors du bal ou si ils sont sous l'influence de substances, alcool ou drogue. L'école peut suspendre l'élève et refuser l'accès au bal, par exemple. Des points intéressants à jaser avec son ado qui puisse être finement au courant de ce qui peut se passer par rapport à ses décisions de consommation par rapport au bal. Alors, dernière section de la présentation quand on parle d'après-bal. L'après-bal, maintenant, fait partie des mœurs, puis je veux dire, c'est vraiment un temps où est-ce que les jeunes se disent on va pouvoir s'éclater, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent le faire en toute sécurité.
Alors, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez aider vos jeunes à se protéger, déterminer trop c'est combien, dans le sens où quand on parle de consommation excessive, on va parler également de mélange de substances, comment réagir en cas d'urgence. Alors, aider les jeunes à se protéger. Malheureusement, on sait que lors des balles, des événements sociaux, il arrive des abus de consommation, mais également des abus physiques et sexuels. Donc, il y a une étude américaine qui dévoile qu'une étudiante sur 5 est victime d'abus physiques ou sexuels durant la soirée du bal de finissant. Et plus de la moitié des victimes d'agression connaissent leurs prédateurs. On parle souvent dans les nouvelles de drogue du viol, dont GHB, Rohypnol. C'est inodore et c'est sans goût. Vous en avez sûrement entendu parler dans les nouvelles ou dans les actualités. Quelqu'un, à son insu, va prendre une boisson et tout à coup se sent affaibli et malheureusement peut être victime d'un abus physique sexuel. Écoutez, tantôt je voulais dire, on ne veut pas être alarmiste, mais c'est des faits qu'il faut partager juste dans l'optique où il faut protéger son verre. Puis c'est drôle parce qu'on a donné cette présentation hier en anglais, puis un des commentaires, c'est ben oui, il faut dire à nos jeunes de protéger leur consommation, leur verre pour être sûr de ne pas être drogués à leur insu. Mais on a dit aussi, ben il faut aussi dire à nos jeunes de ne pas droguer personne. 100% d'accord, mais dans un contexte où on veut les protéger de part et d'autre, il faut comprendre que il faut sensibiliser leurs jeunes à quel genre de situation ils peuvent faire face lors de leur balle. Alors, c'est une question de sécurité. Donc, comment faire pour se protéger? S'assurer qu'on verse toujours notre propre verre, qu'on se le procure nous autres-mêmes. On ne prend pas le verre de quelqu'un d'autre dans un contenant ouvert. On prend des pauses. On fait attention pour ne pas surconsommer. Donc, on prend de l'eau en même temps, on mange, on ne boit pas sur un estomac vide. Puis là, encore là, je veux juste vous dire, on n'est pas en train de faire la promotion de la consommation, mais dans une optique où ça se peut qu'ils consomment, puis ça se peut qu'ils prennent de la boisson, de l'alcool, on veut leur donner justement la meilleure information possible pour qu'ils soient le plus en sécurité possible. Rester avec des gens en qui ils ont confiance. Encore là, nos jeunes, ils veulent avoir du plaisir. Ils ne veulent pas se ramasser sur vidéo TikTok le lendemain où est-ce qu'ils sont gênés. Donc, qu'ils soient toujours avec des gens de confiance. Puis s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils savent qu'ils peuvent toujours appeler à la maison. J'aimerais aussi mettre l'emphase sur l'histoire de verser son propre verre et se le procurer par lui-même. Ce n'est pas nécessairement juste de l'alcool. La drogue peut être mixée également avec de l'eau, du jus. On met souvent l'enfant sur l'alcool, mais étant donné que qu'on ne le sent pas et qu'on ne le goûte pas, ça peut également être mixé avec des boissons non alcoolisées. Il faut pouvoir en parler aussi avec notre jeune dessus. Encore une fois, je fais appel à vous. Consommer, quelle substance peut entraîner une surdose? Est-ce qu'on peut faire une surdose d'alcool? Est-ce qu'on peut faire une surdose d'opioïdes? Est-ce qu'on peut faire une surdose de cannabis ou toutes ces réponses? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toutes. Toutes ces réponses, toutes. C'est un public informé aujourd'hui. Effectivement, toutes ces réponses. Puis être capable de partager ça. Parce qu'il y a encore aussi un mythe auprès de nos jeunes qu'on ne peut pas faire de surdose de cannabis. Oui, ça peut arriver dans l'optique où on peut en consommer trop puis avoir vraiment des effets qui sont des effets négatifs par rapport à une surconsommation de cannabis. Ça peut arriver. Dans une optique où est-ce qu'on pense qu'il y a une surdose, ça serait important si vous êtes hôte, puis même avec votre jeune, quand ils partent de la maison pour aller à leur balle dans leur sac à dos, de leur donner une trousse de naloxone. Ça a l'air un peu, encore une fois, alarmiste de dire ça, mais c'est vraiment dans une optique d'être paré à toute éventualité.
Puis de dire aussi, quand on a une trousse de premiers soins à la maison et qu'on a des pansements, c'est pas parce qu'on espère que quelqu'un va se couper et qu'on va avoir besoin de nos pansements, c'est juste parce qu'on va être prêt s'il arrive quelque chose. C'est exactement ce que la trousse de naloxone devrait avoir comme rôle dans toute cette festivité-là. Donc, on peut s'en procurer à la pharmacie. Habituellement, dans la majorité des pharmacies, elles sont données de façon gratuite. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est non allergène et il n'y a pas d'effet adverse. Si on donne ça, puis on s'est trompé, c'est pas vraiment une surdose ou la personne, c'est pas dangereux. C'est beaucoup mieux de le donner si on voit des signes que la personne ne respire plus ou qu'on justement on soupçonne une surdose. C'est important de pouvoir renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Et ça se fait en dedans de 2 à 5 minutes. Mais ce qui est important, c'est que même si on fait ça, il faut mettre l'emphase sur le fait que les effets ne durent qu'entre 20 et 90 minutes. Donc, on ne donne pas de la naloxone, puis là, la personne est correcte, puis on se dit on est correct. Il faut vraiment appeler quand même les services d'urgence 911 et s'assurer que la personne est prise en charge, mais au moins, la personne va pouvoir, l'effet de renversement va pouvoir perdurer là, de 20 à 90 minutes jusqu'à temps qu'elle soit prise en charge là, par des ambulanciers, par exemple. Laquelle de ces substances vous pensez qui sont sont utilisées ensemble avec du cannabis? J'ai mal dit la question. Là. Laquelle de ces substances les Canadiens de 16 ans et plus déclarent mélanger le plus avec du cannabis? Est-ce que c'est les stimulants, le tabac ou les cigarettes électroniques, donc vapotées, l'alcool ou les hallucinogènes? Je vois que j'ai déjà mon petit 10 fait que vous allez savoir que ce n'est pas les hallucinogènes. Qu'est-ce qu'on pense? J'ai alcool ici, alcool, nicotine, vapoteuse. La réponse, c'est 64 d'alcool. Alors, selon l'enquête canadienne sur le cannabis, 63 des Canadiens âgés de 16 ans et plus déclarent consommer de l'alcool avec du cannabis. En comparaison avec, comme je disais, là, 30 vapoteuse, nicotine, 7 stimulant et 10 hallucinogène. Donc, le mélange le plus fréquent, c'est vraiment alcool et cannabis. Quand on parle de mélange, ça serait important de pouvoir parler avec notre ado de s'ils savent qu'est-ce qui se passe quand on mélange de l'alcool avec du cannabis ou avec toute autre drogue, mais dans l'optique que c'est celui-là le mélange le plus utilisé, est-ce qu'ils sont au courant comment ça interagit ensemble? Et ce qu'on sait, c'est que quand on prend de l'alcool avec du cannabis, les facultés affaiblies de façon accrue, ça veut dire qu'on va vraiment amplifier les facultés affaiblies quand on mixe les deux. Il peut avoir de la déshydratation, de l'hospitalisation, au sens où si on prend du cannabis avec de l'alcool, mais qu'on prend du cannabis avant de prendre l'alcool, notre corps ne sera pas en mesure de nous donner les signaux qu'il nous donne habituellement pour nous dire qu'on est en état d'ébriété, donc les nausées, par exemple, les étourdissements. Le cannabis va faire que ça va atténuer ça. Donc, le jeune va se sentir plus en contrôle et va être peut-être amené à avoir une surconsommation d'alcool, ce qui peut vraiment le mettre dans le trouble. Et à l'inverse, si on prend de l'alcool avant de prendre du cannabis, bien là, quand je parlais de faculté affaiblie de façon accrue, tout à coup, le THC, comment le corps va réagir au THC va être amplifié. Donc, si un ado dit, ben moi, d'habitude, je fume juste un joint puis je suis correct, mais ça va être amplifié parce que avec l'alcool, les effets vont être multipliés. Donc, être conscient que le mélange qu'on prend, l'ordre dans lequel on prend va avoir vraiment des impacts et des effets différents que les ados ne savent pas nécessairement. Si vous allez sur notre site web, vous allez avoir également tous les effets que ça peut faire de mélanger différentes substances, dans quel ordre, etc. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir avec votre ado sur notre site web.
En cas d'urgence, si les services d'urgence sont appelés pour soigner une personne qui fait une surdose de substance, la personne sera accusée d'être sous l'influence de substances ou d'un délit de possession de substance. Donc, dans l'optique où quelqu'un est en train de faire une surdose, mais moi-même, je suis en état d'ébriété ou puis j'ai peur d'appeler, est-ce que vous pensez que cet énoncé-là est vrai ou faux? Je vois faux, 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 faux. Je suis contente que vous marquiez faux, effectivement. C'est faux. La loi sur les bons samaritains offre une protection juridique à quiconque demande de l'aide d'urgence dans le cas de possession, de bris de condition. Donc, il faut qu'on puisse mettre l'emphase sur notre jeune que s'il y a une situation d'urgence et qu'ils doivent appeler le 911, ils sont protégés par rapport à cette loi-là du bon samaritain. Donc, c'est important de vraiment faire état d'une surdose ou d'un état de détresse et d'appeler le 911 sans souci de représailles. Alors, c'est ça, identifier une surdose, appeler 911, administrer la naloxone et rester avec cette personne-là parce que, comme je dis, il n'y a pas de souci de représailles. C'est important que jusqu'à temps que la personne soit prise en charge, qu'elle puisse être elle puisse être accompagnée, là, que aussi la personne puisse témoigner de ce qu'elle a vu, les signes qu'elle était pour qu'il y ait une bonne prise de charge qui se fasse. Il me reste que quelques diapos. Donc, n'oubliez pas, la sécurité, ça commence à la maison. Si on résume, posez des questions à vos ados, intéressez-vous à qu'est-ce qu'ils prévoient faire pour leur bal de graduation. Soyez empathiques, comprenez les pressions qu'ils ont et partagez avec eux justement le fait que vous comprenez leur situation. Validez leur plan, identifier un couvre-feu justement pour savoir à quelle heure ils sont supposés de venir. Ça met quelques balises. Ce n'est pas une question d'être super strict, c'est au moins de savoir, dans un souci de respect, quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils rentrent à la maison. Mettez l'emphase vraiment sur la sécurité, la confiance, que vous leur faites confiance, que vous voulez qu'ils soient en sécurité, que vous êtes soucieux de leur plaisir, mais aussi de leur santé. Soyez ouverts et prêts à aider, même si de l'alcool et des drogues sont en jeu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais soyez conscients que dans cet esprit-là, peut-être que votre ado va être moins à l'aise de venir vers vous pour en parler si déjà vous obtenez une attitude de « moi, c'est l'abstinence ou rien ». Dans l'espace où est-ce que le jeune pense qu'il ne pourra pas en parler, il va pouvoir aller chercher l'information ailleurs, c'est mieux de pouvoir en parler à la maison. Et si vous êtes l'hôte d'une soirée, on vous recommande de ne pas servir d'alcool ni de drogue parce que vous pouvez être tenu responsable et d'avoir de la naloxone à portée de main. Mais même si vous n'êtes pas l'hôte d'une soirée, je vous invite à toujours avoir une naloxone à la maison, dans votre trousse de premiers soins. Comme je vous dis, ce n'est pas une question que vous pensez que ça va arriver, mais dans l'optique où si ça pouvait arriver, vous allez être prêt. Encore une fois, pour résumer ce qu'on a parlé aujourd'hui, parler avec nos ados du pour et le contre de consommer, en quelle quantité, de s'assurer d'avoir un conducteur qui va être sobre, de rester avec des personnes à qui ils ont confiance, d'éviter de mélanger les substances, puis de parler des risques de mélanger, prendre des pauses entre les consommations, de ne pas boire un verre, que ce soit d'alcool ou non, provenant de quelqu'un d'autre, donc s'assurer d'avoir ses propres consommations, puis reconnaître les signes de surdose, puis appeler les services d'urgence 911 si nécessaire. S'il y a des questions, des commentaires, on a beaucoup plus d'informations sur notre site web. Je vous ai parlé du clic parent plus tôt. Si vous avez des questions plus pointues, si vous êtes inquiet par rapport à la consommation de votre jeune ou vous ne savez pas encore si votre jeune consomme, mais vous avez des soupçons puis vous aimeriez en parler avec quelqu'un, je vous invite à venir clavarder de façon confidentielle sur notre ligne de clavardage ou notre ligne téléphonique à Clic Parent. Et finalement, je vous avais parlé d'un petit sondage. Vous pouvez utiliser votre téléphone dès maintenant et utiliser ce code QR pour un court sondage qui va prendre à peine deux minutes. C'est 3 ou 4 questions, mais ça nous aide, nous, à savoir qu'est-ce qui fonctionne moins, puis pouvoir rapporter ça aux gens qui nous soutiennent dans nos efforts.
Il me reste 4 minutes. Je vous avais promis que j'allais finir avant 1 heure. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'aller sur le chat. Mais comme je vous dis, venez sur notre site web. Ça va nous faire plaisir aussi de répondre à ces questions-là. Aussi, on a un courriel qui est info@jeunessesandrogue.org où est-ce que vous pouvez nous envoyer vos questions, puis on va pouvoir répondre aussi. Je vais juste aller sur le chat, voir s'il y avait des questions. Je vois que vous avez été actifs aussi, vous avez bien répondu. On va partager les diapos, oui. En fait, on va partager ce webinaire-là sur notre site. Vous allez pouvoir avoir accès à ça sur notre site là, au cours des prochaines journées, je pense. Plus tard cet après-midi, Suzanne indique là, dans le chat. Alors, je pense que c'est tout. Il reste 3 minutes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je vous invite à d'autres webinaires. On va avoir un autre webinaire à la fin de l'été ou septembre. Vous avez juste à surveiller nos réseaux sociaux et nos sites web. On va faire la promotion de ça. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Puis je vous souhaite un super beau bal. J'espère que vous allez avoir bien du plaisir avec vos ados. Puis j'espère que vos ados vont se souvenir avec affection leur bal de graduation cette année. Merci.